Bienvenue sur Pôle Actu. Spill the Politics. Hello tout le monde! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pôle Actu. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire qui dure depuis des siècles, celle du féminisme. De ses origines lointaines marquées par des discriminations persistantes aux grandes vagues du XXe siècle, bordées par des évolutions et des défis toujours aussi complexes, le féminisme n'a cessé de se transformer. Ainsi, nous nous demanderons donc comment l'histoire et l'évolution encore actuelle du féminisme permettent d'éclairer les défis dans la lutte pour l'égalité des genres. Salut, c'est Liv, et dans cette première partie centrée sur le contexte historique du féminisme, on sera en compagnie de moi, Liv, Rim Et Sarah G. Tout d'abord, il est primordial de rappeler que les femmes subissent des discriminations depuis toujours. En effet, depuis l'Antiquité, les femmes subissent diverses formes de discrimination, en particulier le sexisme, qui, pour rappel, est une idéologie qui repose sur l'idée de l'infériorité des femmes par rapport aux hommes. Ces manifestations se retrouvent dans des formes diverses, allant des stéréotypes anodins et des blagues sexistes, aux discriminations graves, incluant violence ou encore meurtre. Ainsi, cette domination patriarcale s'enracine dans des traditions anciennes. Par exemple, dans la démocratie athénienne, uniquement les hommes adultes avaient le statut de citoyen. Les femmes, même issues de familles aisées, étaient exclues de la citoyenneté, donc elles ne pouvaient pas voter, ni avoir accès à l'assemblée, qui avait pour nom l'ecclésia, ni aux fonctions publiques. Leur rôle était cantonné aux tâches domestiques et à l'éducation des enfants, restant juridiquement parlant, entre guillemets, mineurs, donc sous la tutelle de leur père, mari ou d'un autre membre masculin de la famille. L'adultère illustre également cette inégalité, les hommes infidèles n'étaient pas punis, tandis que les femmes perdaient leur place déjà limitée dans la société si elles étaient coupables d'adultère. Ces inégalités étaient également visibles dans la mythologie grecque, qui, tout en présentant des figures féminines puissantes, soulignait des stéréotypes de genre. Ainsi, Athéna, déesse de la sagesse et de la stratégie guerrière, incarnait des qualités traditionnellement masculines comme l'intelligence et la force. Héra, déesse du mariage et de la famille, représentait l'épouse idéale dans un rôle traditionnel. Artémis, déesse de la chasse et de la chasteté, refusait toute union avec les hommes et pouvait se montrer cruelle, comme lorsqu'elle transforma Actéon en cerf pour l'avoir vue nue. A l'inverse, des figures comme Méduse, Médée ou encore Pandore incarnaient des perceptions ambiguës, voire négatives des femmes. Méduse, après avoir été violée par Poséidon, fut transformée par Athéna en une créature monstrueuse, symbolisant une puissance féminine, effrayante et destructrice. Médée, magicienne trahissant sa famille par amour, illustrait la puissance et la vengeance féminine, mais aussi la méfiance envers les femmes. Pandore, créée par Héphaïstos sur ordre de Zeus, fut associée à la libération des souffrances humaines, devenant un symbole de la méfiance envers les femmes. Cette peur des femmes indépendantes ou perçues comme des viandes s'est poursuivie à travers l'histoire, notamment lors des chasses aux sorcières qui ont marqué l'Europe et l'Amérique du Nord entre le XVe et le XVIIIe siècle. Ces persécutions, souvent justifiées par des textes religieux, associaient la sorcellerie au mal et au diable. En effet, dans la Bible, des passages comme « Tu ne laisseras point vivre la sorcellerie » dans le livre L'Exode, chapitre 22, verset 18, condamnaient explicitement ces pratiques, renforçant l'idée qu'il était crucial d'éliminer les sorcières perçues comme des menaces. Des événements comme la peste noire, qui pour rappel se situe principalement entre 1347 et 1351, exacerbèrent ces croyances. Cette épidémie dévastatrice, incomprise à l'époque, poussa les populations à chercher des boucs émissaires, les sorcières étant accusées d'en être responsables. De même, les guerres de religion entre catholiques et protestants renforcèrent cette hystérie, les sorcières étant vues comme des opposantes à l'Église et à l'ordre établi, ce qui facilita les accusations massives de sorcellerie comme outil de contrôle social. Des figures historiques illustrent ces persécutions. Par exemple, Jeanne d'Arc, accusée d'hérésie et de sorcellerie, fut brûlée vive en 1431 pour avoir supposément utilisé des pouvoirs surnaturels pour diriger les troupes françaises. Un autre exemple extrêmement connu est celui d'Anne Boleyn, deuxième épouse d'Henri VIII. Elle fut également accusée de sorcellerie en 1536, avec la rumeur qu'elle aurait ensorcelé le roi pour le séduire. Ces accusations alimentèrent des lois contre la sorcellerie, comme le Witchcraft Act, promulgué par Henri VIII en 1542 en Angleterre, ou encore la loi écossaise de 1563 sous Jacques VI, qui faisait de la sorcellerie un crime passible de mort. L'obsession de Jacques VI pour la sorcellerie déclencha une grande répression, comme dans le cas d'Agnès Sampson, une sage-femme écossaise torturée et exécutée en 1591. Ces événements inspirèrent Shakespeare dans sa représentation des sorcières dans Macbeth.
Outre l'Europe, des épisodes marquants comme les procès de Salem en 1692 dans le Massachusetts aux États-Unis illustrent cette hystérie collective. Dans une société puritaine, croyant fermement au diable, les accusations de sorcellerie commencèrent après que 2 jeunes filles, Betty Paris et Abigail Williams, eurent montré des symptômes étranges. 3 femmes marginalisées furent accusées. Tituba, une esclave, Sarah Good, une mendiante, et Sarah Osborne, une veuve. Les preuves spectrales, c'est-à-dire des témoignages affirmant voir les spectres des accusés tourmenter les victimes, furent admises, menant à la pendaison de 19 personnes et à l'emprisonnement de dizaines d'autres. La cour spéciale fut dissoute en octobre 1692, mettant fin à ces procès. Ces persécutions prirent fin progressivement en Europe au XVIIIe siècle. La dernière exécution documentée pour sorcellerie étant celle d'Anna Goldie en 1782 en Suisse. Cependant, l'impact des chasses aux sorcières perdure dans l'histoire car elle fut souvent dirigée contre des femmes indépendantes ou en marge des normes sociales. Le siècle des Lumières, bien qu'il marque un tournant intellectuel avec l'essor de la philosophie et la remise en question de l'ordre établi, ne change que marginalement la condition féminine. Malgré l'émergence de quelques écrits féministes, les femmes continuent à être perçues comme inférieures par nature. Peu d'entre elles osent s'écarter des rôles traditionnels pour revendiquer une égalité totale avec les hommes et les idées des philosophes de l'époque ne leur sont guère favorables. Voltaire, dans son dictionnaire philosophique, et Rousseau, dans Émile, renforcent cette perception. Ce dernier va jusqu'à affirmer que vouloir l'égalité des sexes est vain. Pourtant, certaines figures féminines s'opposent à cette vision. Héloïse, philosophe médiévale, défend dès le XIIe siècle l'idée que les femmes sont tout aussi capables de raisonner que les hommes. De plus, Christine de Pisan, au XVe siècle, écrit « La cité des dames », un texte qui plaide en faveur de l'intellect des femmes et de leur rôle dans la société, faisant d'elle l'une des premières à réfléchir sur la relation entre les sexes. De plus, à la Renaissance, des personnalités comme Marguerite de Navarre et Isabella d'Este acquièrent une influence culturelle et artistique accrue, bien que leur place reste limitée. Mary Wollstonecraft, au XVIIIe siècle, publie Défense des droits de la femme, un texte fondateur du féminisme qui réclame une éducation pour les femmes et une égalité des droits. De même, Marie Astle s'oppose à John Locke, dénonçant son exclusion des femmes du système politique basé sur des libertés individuelles, soulignant ainsi l'incohérence philosophique de l'infériorité féminine. La Révolution française constitue une autre période charnière pour la réflexion sur les droits des femmes, bien que leurs revendications demeurent souvent marginales. Alors que les femmes nobles et religieuses sont représentées à travers leur ordre, celles du peuple demandent principalement l'accès à l'éducation pour améliorer leurs conditions. Olympe de Gouges se distingue en rédigeant en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, où elle exige l'égalité des droits politiques avec les hommes. Cependant, ce discours reste minoritaire parmi les attentes des femmes qui acceptent en majorité l'inégalité des sexes. Quelques avancées législatives sont tout de même réalisées durant cette période. Par exemple, la Constitution de 1791 redéfinit le mariage comme un contrat civil et des lois de 1792 permettent le droit au divorce et l'égalité des héritiers. Ces acquis sont néanmoins balayés avec le Code Napoléon de 1804 qui réaffirme la domination masculine et, sous la Restauration, le divorce est à nouveau interdit en 1816. Malgré ces reculs, des voix continuent de s'élever pour défendre les femmes. Des textes pré-féministes, comme ceux de Catherine Macaulay, dénoncent la faiblesse apparente des femmes qu'elle attribue à un manque d'éducation. En réponse, l'éducation féminine se développe progressivement en Europe et aux États-Unis, surtout pour les classes moyennes et aisées. En Allemagne, des figures comme Hélène Lange et Bertha Pappenheim militent pour une meilleure éducation et un accès élargi à l'emploi pour les femmes. Aux États-Unis, les femmes participent activement aux luttes politiques, notamment contre l'esclavage, prouvant ainsi qu'elles sont capables de jouer un rôle politique, même si la domination masculine les empêche encore de prétendre à une réelle égalité. Les limites de cette époque restent cependant nombreuses. Sous l'influence du Code Napoléon, la plupart des législations européennes du début du XIXe siècle inscrivent dans le droit la soumission des femmes à leur mari, une réalité déjà ancrée dans les traditions coutumières. Ces normes restreignent les droits des femmes sur plusieurs plans. L'éducation leur est souvent refusée, les empêchant de participer à la vie intellectuelle. Les normes religieuses justifient leur soumission, tandis que leur dépendance financière, liée à leur confinement au foyer, limite leur autonomie. Des normes sociales sévères punissent les femmes pour des comportements immoraux comme l'adultère ou la sexualité hors mariage, alors que ces actes sont tolérés chez les hommes. Le mariage, quant à lui, maintient les femmes dans une dépendance juridique et économique, les privant donc d'indépendance individuelle. Malgré ces obstacles, des tentatives de changement émergent sous différentes formes, de grands courants de pensée féministes apparaissent,
le courant égalitaire qui revendique une amélioration de la condition féminine en insistant sur l'égalité fondamentale entre hommes et femmes en tant qu'êtres humains. Toute discrimination envers les femmes est perçue comme une violation des droits humains. John Stuart Mill illustre cette pensée dans son ouvrage « De l'assujettissement des femmes », écrit en 1869, où il plaide pour l'égalité civique et politique. Exactement, Liv. Et à côté de cela, un courant dualiste met en avant une vision complémentaire des sexes où chacun aurait un rôle spécifique dans la société. La femme est valorisée en tant que mère et les revendications se concentrent sur une meilleure reconnaissance et éducation des femmes pour renforcer leur rôle dans la famille. Ernest Le Gouvet, auteur de l'Histoire morale des femmes de 1849, défend cette position. Ces deux courants, bien qu'opposés, marquent les prémices du féminisme et continuent d'alimenter les débats jusqu'à la première vague féministe. Ainsi, malgré les reculs, les critiques et les normes sociales restrictives, des voix féminines persistantes commencent à ébranler l'ordre établi, annonçant des combats pour l'égalité qui se poursuivront bien au-delà du XIXe siècle. On pourrait diviser les luttes et combats féministes par vagues successives. Si l'utilisation de cette vague est contestée par certains militants qui rappellent que cette histoire est centrée sur les pays occidentaux et fait profit de l'histoire des luttes féministes hors de ce contexte, elle est perçue comme simplificatrice et permet une appropriation plus facile. Le terme féminisme est souvent attribué à Charles Fourier. Ce mot commence à être utilisé dans les années 1860, d'abord pour désigner ce qui est propre à la femme, puis pour décrire les hommes dont le développement viril serait resté incomplet. Les versions de ce mot restent controversées. En effet, en 1872, l'ouvrage L'homme-femme d'Alexandre Dumas fils prend le sens du mot féminisme de manière péjorative, désignant ceux qui luttent pour l'égalité des droits entre hommes et femmes. En revanche, en 1882, Hubertine Auclair l'emploie de manière positive, comme une lutte pour améliorer la condition féminine. Le terme se popularise ensuite à partir de 1892, notamment après un congrès féministe organisé à Paris par Eugénie Potonnier-Pierre. En 1902, Charles Turgeon distingue plusieurs formes de féminisme, dont le féminisme révolutionnaire, catholique et indépendant. Dans les années 1910, aux États-Unis, le féminisme couvre deux grands axes, l'émancipation des femmes en tant qu'être humain et en tant qu'être sexuel. Maintenant, après avoir précisé et approfondi ce terme, nous pouvons passer à l'analyse de cette période assez riche en progrès. Le féminisme, entre le 19e siècle et le début du 20e, est une période riche en luttes et en avancées marquantes, couvrant une grande diversité de revendications, de la conquête des droits civiques à l'émancipation sociale et culturelle des femmes. Au début du 20e, la condition féminine est caractérisée par une subordination généralisée. Les femmes sont largement exclues des sphères politiques et économiques et leur rôle est confiné à la sphère domestique. Cependant, l'idée d'égalité commence à germer, notamment dans le contexte des révolutions américaines et françaises qui mettent en lumière les droits universels, bien qu'ils soient principalement réservés aux hommes. Des pionnières comme Mary Wollstonecraft posent les bases idéologiques du féminisme moderne. Dans son œuvre A Vindication of the Rights of Women de 1792, elle affirme que les femmes doivent bénéficier d'une éducation égale à celle des hommes pour pouvoir participer pleinement à la société. Le premier tournant majeur survient en 1848 avec la tenue de la Convention de Seneca Falls aux États-Unis, souvent considérée comme le point de départ officiel du féminisme organisé. Organisée par des militantes comme Elizabeth Cady Stanton et Lucretia Mott, cette convention aboutit à la Déclaration des sentiments, un document inspiré de la Déclaration d'indépendance américaine qui réclame notamment le droit de vote pour les femmes, l'égalité devant la loi et l'accès à l'éducation. Ce texte devient un manifeste pour le mouvement féminisme américain, donnant naissance à une campagne nationale pour le suffrage féminin. Durant la moitié du 19e siècle, ce mouvement s'étend à l'Europe où des militantes comme Flora Tristan en France et John Stuart Mill en Grande-Bretagne plaident pour les droits des femmes dans les domaines civils et économiques. En 1869, Mill publie The Subjection of Women, une œuvre qui démontre l'injustice des lois discriminatoires et appelle à l'égalité entre les sexes. Les années 1870 marquent l'apparition des premières organisations suffragistes. En effet, aux États-Unis, Susan B. Anthony et Elizabeth Cady Stanton fondent la National Women's Suffrage Association, ou abrégée la NWSA, tandis qu'en Grande-Bretagne, Millicent Fawcett dirige la National Union of Women's Suffrage Societies, ou abrégée NUWSS. Ces groupes adoptent des approches pacifiques, mais à partir du début du XXe siècle, des militantes plus radicales, comme Emmeline Pankhurst et ses filles, en 1903, elles fondent la Women's Social and Political Union, ou abrégée WSPU, qui adopte des tactiques plus combatives, comme des manifestations, des actes de désobéissance civile et des grèves de la faim. Ces actions spectaculaires attirent l'attention sur la cause féminine, mais elles provoquent également de vives controverses.
En parallèle, le féminisme commence à s'intéresser à des questions au-delà du suffrage. Les militantes revendiquent le droit à l'éducation, l'égalité dans le mariage et la possibilité pour les femmes de travailler et de disposer de leurs revenus. Dans de nombreux pays, les lois discriminatoires commencent à être révisées. En 1872, par exemple, l'éducation primaire devient obligatoire en France, ouvrant les portes des écoles aux filles. Toutefois, ces avancées sont lentes et inégalement réparties entre les nations. Les premières victoires concernant le droit de vote se produisent à la fin du XIXe siècle dans des pays pionniers comme la Nouvelle-Zélande en 1893 et l'Australie. En Europe et en Amérique, ces victoires arrivent plus tardivement. En Grande-Bretagne, les femmes obtiennent le droit de vote en 1918, bien que ce droit soit initialement réservé à celles de plus de 30 ans. Aux États-Unis, le suffrage universel féminin est accordé en 1920. En France, il faut attendre 1944 pour que les femmes obtiennent ce droit, en grande partie grâce à l'intervention de figures comme Louise Weiss et au contexte de reconstruction post-Seconde Guerre mondiale. Les années 1920 et 1930 sont marquées par une diversification des revendications féministes. En effet, aux États-Unis, Margaret Sanger devient une figure centrale de la lutte pour les droits reproductifs. Elle milite pour la légalisation de la contraception et ouvre en 1916 la première clinique de planification familiale, une initiative qui suscite de vifs débats. En Europe, le féminisme s'intéresse également aux conditions de travail des femmes. En Allemagne, Clara Zetkin milite pour les droits des travailleuses et fonde la Journée internationale des femmes en 1910, une célébration qui devient un symbole mondial de la lutte pour l'égalité. La Seconde Guerre mondiale bouleverse la dynamique féminine dans la société. Alors que les hommes sont mobilisés sur le front, les femmes occupent massivement des emplois industriels et participent à l'effort de guerre. Cette expérience modifie profondément les perceptions de leurs capacités et de leur rôle dans la société. Cependant, après la guerre, on observe un retour forcé des femmes à la sphère domestique, notamment dans les années 1950, ce qui suscite un mécontentement croissant. Ce mécontentement prépare le terrain pour la seconde vague féministe qui émerge dans les années 1960. Pendant cette période de transition, des œuvres comme Le deuxième sexe en 1949 de Simone de Beauvoir jouent un rôle central en théorisant les oppressions subies par les femmes. De Beauvoir analyse comment les structures patriarcales confinent les femmes dans un rôle d'autre et plaide pour leur émancipation à travers l'indépendance économique, intellectuelle et sexuelle. De surcroît, dans cette quatrième partie, nous allons étudier la deuxième vague du féminisme qui a eu lieu entre 1960 et 1980. En effet, la deuxième vague du féminisme émerge dans un contexte marqué par la lutte pour les droits civiques, la contestation de la guerre du Vietnam et la montée de la contre-culture. Dans cette période, le féminisme ne se contente plus de revendications institutionnelles comme le droit de vote, mais s'attaque aux inégalités économiques, sociales et culturelles qui touchent les femmes dans tous les aspects de leur vie. Il devient un mouvement plus radical, axé sur la transformation des rôles traditionnels des femmes et sur la reconnaissance de leurs droits fondamentaux. La deuxième vague est marquée par des thématiques majeures comme les droits reproductifs et la libération sexuelle. Les années 1960 et 1970 sont marquées par une prise de conscience collective de la nécessité de lutter pour l'autonomie reproductive des femmes. Ce sujet devient un axe central du féminisme de l'époque, à commencer par la critique de la place de la femme dans la société. Betty Friedan, dans The Feminine Mystique de 1963, dénonce la « mystique féminine », c'est-à-dire la vision idéalisée de la femme uniquement entre le rôle de la mère et de l'épouse. Le livre met en lumière le malaise et la frustration des femmes qui, malgré un confort matériel, se sentent prisonnières de ce rôle traditionnel. Aux États-Unis, l'arrêt historique Roe Wade de 1973 permet aux femmes de choisir d'avorter de manière légale et sécurisée. Cet arrêt est le fruit des mobilisations féministes menées par des militantes comme Norma McCorvey, la femme derrière l'affaire Roe, qui a cherché à changer les lois restrictives sur l'avortement. Le slogan « My body, my choice, mon corps, mon choix » devient emblématique de cette lutte. En France, la publication du manifeste des 343 ou 343 femmes a révélé avoir avorté, ce qui provoque une prise de conscience nationale. Cela mène à la loi Veil de 1975 qui légalise l'avortement et reconnaît ainsi le droit à disposer de son corps. Une autre thématique majeure est le mouvement de libération des femmes et la lutte contre les violences sexuelles. En effet, le mouvement de libération des femmes, ou aussi abrégé MLF, est fondé en 1970 en France et joue un rôle crucial en revendiquant la reconnaissance des violences faites aux femmes. L'une de ses actions symboliques est le dépôt d'une gerbe sous l'Arc de Triomphe à la femme du soldat inconnu pour rappeler l'invisibilité des femmes dans l'histoire et les violences qu'elles subissent.
Aux États-Unis, la deuxième vague du féminisme s'accompagne aussi de la lutte contre les violences domestiques et sexuelles. Des figures comme Gloria Steinem et Andrea Dworkin dénoncent la culture du viol et les abus sexuels. La fondation de la National Organization for Women, ou NOW, en 1966, va dans ce sens, et un débat public émerge autour de la question du viol martial et des violences domestiques, encore largement ignorées par la société. La notion de patriarcat comme structure oppressive et systémique se développe fortement dans les années 70. Ce concept va plus loin que la simple analyse des inégalités individuelles et explore comment les institutions sociales, économiques et politiques sont organisées pour maintenir une domination masculine. En France, le livre de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, écrit en 1949, devient une référence fondamentale. Bien que publié avant le début de la deuxième vague, cet ouvrage a marqué de nombreuses féministes de cette période qui y trouvent une analyse sociologique et philosophique essentielle à la condition féminine. Simone de Beauvoir y écrit « On ne naît pas femme, on le devient », soulignant la dimension sociale et culturelle du rôle féminin. Néanmoins, cette seconde vague comporte de nombreuses limites, bien que cette période ait été marquée par des avancées législatives majeures et la construction d'un véritable mouvement féministe. La deuxième vague a aussi été critiquée pour son manque d'inclusivité. Elle s'est surtout concentrée sur les préoccupations des femmes blanches et issues de la classe moyenne, en particulier dans les pays occidentaux. Les femmes noires, les femmes pauvres et les lesbiennes ont souvent été marginalisées dans ce mouvement, ce qui a conduit à l'émergence de nouvelles revendications. Par exemple, des militantes afro-américaines comme Audre Lorde et Bell Hooks ont critiqué la vision du féminisme dominée par les femmes blanches. Lorde, dans Sister Outsider en 1984, insiste sur le fait que le féminisme doit prendre en compte les discriminations multiples que subissent les femmes noires, à la fois en raison de leur sexe et de leur race. Ce manque d'inclusivité préparera le terrain pour l'émergence de la troisième vague. Pour terminer, nous allons donc nous pencher sur la troisième vague du féminisme. En effet, celle-ci émerge dans les années 1990, en réaction à ce qui est perçu comme les limites de la deuxième vague. Si celle-ci s'était concentrée sur la libération des femmes dans les sociétés occidentales, la troisième vague élargit son champ d'action à des questions globales tout en intégrant une plus grande diversité d'expériences et de voix. La troisième vague comporte différentes thématiques majeures. L'un des concepts clés de cette période est l'intersectionnalité, théorisée par la juriste afro-américaine Kimberlé Crenshaw en 1989. L'intersectionnalité permet de comprendre que les femmes ne sont pas seulement victimes de sexisme, mais que ce sexisme peut se croiser avec d'autres formes de discrimination, comme le racisme, l'homophobie, ou encore en fonction de notre situation financière. Le féminisme devient alors un mouvement plus inclusif qui ne se contente pas de défendre les femmes blanches ou occidentales, mais qui englobe aussi les luttes des femmes racisées, des femmes pauvres et des femmes LGBT. Un exemple notable de cette intersectionnalité est la militante Bell Hooks qui, dans Feminist Theory from Margin to Center en 1984, critique le féminisme de la deuxième vague pour son manque d'attention aux femmes noires et aux classes populaires. Elle affirme que la lutte féministe doit être globale et tenir compte des multiples oppressions vécues par les femmes. La troisième vague remet également en cause les normes traditionnelles du genre qui enferment les individus dans des rôles sociaux binaires. Cette remise en question des catégories de genre s'appuie sur les théories de Judith Butler qui, dans Troubles de genre, écrit en 1990, affirme que le genre est une construction sociale, une performance, plutôt qu'une donnée biologique immuable. Cela donne naissance à une nouvelle conception de l'identité du genre qui inclut une fluidité de genre et ouvre la voie à l'acceptation de la transidentité. Un exemple significatif de cette déconstruction des normes de genre est le mouvement Riot Girl des années 1990 qui mélange punk, activisme féministe et performance artistique. Ce mouvement a contribué à redéfinir les attentes vis-à-vis de la féminité, notamment à travers des chansons qui abordent la sexualité féminine, la rébellion contre l'oppression patriarcale et la critique du contrôle des femmes par les normes sociales. Le féminisme de la troisième vague se concentre également sur la problématique du viol et du harcèlement sexuel en introduisant la notion de culture du viol qui désigne un environnement social où les agressions sexuelles sont minimisées, voire tolérées. Ce combat prend de l'ampleur avec des mouvements comme Take Back to the Night qui organisent des manifestations contre les violences sexuelles et les mouvements en ligne qui mettent en lumière les agressions sexuelles. Néanmoins, si la troisième vague est marquée par une grande diversité de voix et de revendications, elle est également critiquée pour sa fragmentation. En effet, l'absence d'unité claire et de revendications communes
rend parfois difficile l'identification d'un programme politique unique. Certains estiment que le féminisme de la troisième vague est trop centré sur l'individualisme et les questions identitaires, au détriment de luttes collectives plus larges. Néanmoins, cette pluralité a aussi permis au mouvement de s'adapter aux réalités sociales et politiques mondiales. Nous allons maintenant aborder la question du féminisme d'aujourd'hui ainsi que ses limites. La quatrième vague du féminisme, qui se déploie depuis les années 2010, se distingue par une utilisation stratégique des réseaux sociaux et des technologies numériques pour amplifier la visibilité et la globalité des luttes féministes. Cette vague est marquée par des mouvements mondiaux comme le mouvement Time's Up qui, dans la continuité du #MeToo, avait pour objectif de retirer le tabou et le silence forcé des victimes de violences sexuelles, notamment en dénonçant des agressions commises par des personnes connues et influentes. Plus récemment, le procès des viols de Mazan, ainsi que la décision de Gisèle Pelicot de lever le huis clos pour que, comme elle le répète, la honte change de camp, causèrent un véritable bouleversement dans la perception des violences sexuelles par le grand public, qui fut alors confronté à une réalité. Lors de ce procès, les accusés étaient pères de famille, infirmiers ou encore boulangers. Ce procès a ainsi permis de démanteler une partie du mythe de l'agresseur inconnu dans la rue, mais constitua également une preuve de plus que la majorité des agressions sexuelles sont commises par des personnes connues de la victime. Le soutien apporté à la victime, en particulier sur les réseaux sociaux, démontre que dans cette nouvelle vague de féminisme, l'accent est mis sur la solidarité en ligne. Les nombreux mouvements sociaux féministes de notre époque ont quant à eux permis la mise en lumière des injustices sociales et l'organisation de protestations massives. Les luttes économiques sont également au cœur de ce nouveau courant du féminisme. Ils s'attaquent aux inégalités salariales, aux violences sexistes au travail, aux discriminations économiques et réfléchissent sur la place des femmes dans le monde du travail. Nous retrouvons différents exemples de ces luttes dans de multiples pays. C'est le cas par exemple en Nouvelle-Zélande, pays pionnier en termes d'égalité des genres dans les sociétés. C'est en effet le premier pays à avoir donné le droit de vote aux femmes en 1893. De plus, le gouvernement de Nouvelle-Zélande, au fil des siècles, a mis en place plusieurs lois, dont le Equal Pay Act, qui ont pour but de réduire l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, une autre grande cause du féminisme reste celle du droit à l'avortement et des droits reproductifs. C'est un sujet majeur d'actualité de par sa clivance, séparant les pro-choice pour le droit des femmes à choisir des pro-life contre l'avortement qu'ils considèrent comme un meurtre. On peut ainsi observer une forme de régression sur ce sujet, notamment aux États-Unis avec l'annulation de Roe v. Wade en 2022, qui garantissait le droit à l'avortement sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Ceci a fortement fragilisé l'accès à l'IVG dans certains États, tels que le Missouri, le Nevada ou encore l'Arizona. On peut également constater des progrès dans la lutte pour l'avortement avec la dépénalisation de l'avortement en Colombie jusqu'à 24 semaines en 2022, ou encore l'inscription de la liberté à avoir recours à une IVG dans la Constitution en France en mars 2024. De plus, les manifestations massives aux États-Unis en réponse à l'annulation de Roe v. Wade, mais aussi dans le reste du monde, témoignent de la résilience de ces combats. Les luttes récentes du féminisme mettent aussi en avant la voix des femmes marginalisées, racisées, transgenres, réfugiées et des femmes issues des classes populaires. Elle s'élargit au-delà de la sphère occidentale pour inclure les luttes globales. Ce nouveau féminisme s'illustre ainsi par son inclusivité et son intersectionnalité. De nombreuses figures sont apparues ces dernières années qui illustrent la diversité des luttes féministes actuelles. On peut penser par exemple à Aya Nakamura, chanteuse française qui a bousculé l'industrie musicale, Greta Thunberg, jeune militante écologiste, qui dénonce l'inaction politique face au changement climatique, ou encore Masha Amini, une jeune femme iranienne arrêtée par la police des mœurs pour non-port du voile, morte 3 jours après son arrestation, et dont le décès fut le déclencheur d'un mouvement « Femmes, vie, liberté » en Iran, contre l'oppression des femmes iraniennes et pour leur liberté. Outre l'objectif d'apporter les mêmes droits que les hommes aux femmes, le féminisme d'aujourd'hui cherche à remettre en question les normes de genre, également pour les hommes, en réfléchissant sur l'ensemble des normes nocives masculines culturelles et traditionnelles qui demanderaient aux hommes d'être dominants, avec une compétition forcée et une mise en valeur de certaines qualités telles que la force, l'ambition au détriment d'autres comme l'empathie ou le fait de montrer ses émotions, qu'on nomme la masculinité toxique. Cela aurait des conséquences négatives de par l'incitation à l'agression et à l'intimidation, mais aussi des conséquences pour les hommes eux-mêmes et leur santé mentale. De plus, cette masculinité toxique a aussi pour conséquence une homophobie interne. L'homme homosexuel serait perçu comme trop féminin et donc inférieur aux autres. Comme nous venons de le voir, le mouvement s'est fortement mondialisé ces dernières années. Connaissant une hausse des personnes se revendiquant féministes
ou en accord avec les valeurs du mouvement. Cependant, l'ampleur de ce mouvement eut aussi pour conséquence la création de nouveaux défis auxquels il doit faire face. Du masculinisme, le feminism washing, ou encore une des branches du féminisme nommée Radfems ou TERF. Nous évoquerons aussi la nécessité de continuer de se battre pour les droits des femmes oppressées à l'international. Globalement, nous analyserons comment les femmes sont beaucoup plus sujettes aux dangers lors de situations de crise. La montée et la démocratisation du féminisme, comme presque toutes les révolutions sociétales, fait face à une sorte de backlash, de contre-coup, de la part des milieux réactionnaires et conservateurs qui se sentent attaqués ou menacés. Actuellement, le mouvement conservateur antiféminisme le plus virulent est nommé le masculinisme. Plusieurs masculinistes, tels que Killian Sensei, propagent leurs idées à travers de courtes vidéos sur de nombreux réseaux sociaux tenant des discours essentialistes. Les hommes sont faits pour dominer et les femmes pour se soumettre. Il existe 3 types de femmes. La brebis, la chienne et la louve. On a donné trop de pouvoir aux meufs et qu'on a volé du pouvoir aux hommes. Ce contenu en ligne a pour cible principale des jeunes adolescents ou des hommes seuls et isolés, généralement en manque de confiance en soi. Les influenceurs masculinistes capitalisent également sur le mal-être de ces hommes en leur proposant des formations onéreuses en ligne qui auraient pour objectif de permettre aux hommes de retrouver une supposée masculinité naturelle qui aurait été perdue à cause de notre société. L'objectif principal de ce mouvement est la décrédibilisation du mouvement féministe à travers des influenceurs et médias massivement diffusés. Ils prétendent dénoncer les violences domestiques contre les hommes et les droits des pères, bien qu'ils ne prennent concrètement aucune action, et utilisent généralement ces causes pour décrédibiliser les causes féministes. Parmi ces mouvements, on retrouve le groupe Men Going Their Own Way, ou Hommes qui tracent leur propre chemin, ou encore le groupe Incel, qui vient de l'anglais Involuntary Celibate, ou célibataire involontaire. Ce mouvement regroupe des hommes ayant des difficultés à trouver des partenaires. Cependant, au lieu de promouvoir une sorte de solidarité dans ce groupe, ils se confortent dans l'expression hostile envers les femmes considérées comme responsables de leur célibat. Cette hostilité a permis la radicalisation à travers la promotion d'idéologies violentes et misogynes. Par exemple, en mai 2024, un homme de 26 ans fut arrêté puisqu'il avait pour projet de commettre une tuerie de masse à Bordeaux et ayant pour cible les femmes. Il était catégorisé masculiniste d'extrême droite, partisan du groupe Incel, et souhaitait rendre hommage à la tuerie d'Isla Vista perpétrée par un homme de 22 ans en Californie le 23 mai 2014. De plus, la décrédibilisation de la femme est un objet de médiatisation majeur de nos jours. Cette haine du féminisme ne provient cependant pas uniquement des hommes masculinistes. Nous retrouvons les tradwives, ce qui signifie épouses traditionnelles, qui participent à la promotion de valeurs conservatrices qui répriment majoritairement le droit des femmes. Comme figure publique reconnue comme telle, nous retrouvons Thaïs Descuffon, revendiquée comme étant une militante d'extrême droite et antiféministe. Elle utilise presque toutes les plateformes sur Internet, comme YouTube, X, Instagram, TikTok ou encore des plateaux télé, pour toucher une audience la plus large possible. Le mouvement de Tradwave consiste à prôner le modèle de la femme traditionnelle au foyer, en opposition aux valeurs féministes. Un homme qui couche avec beaucoup de femmes, c'est un séducteur et un playboy. Les autres hommes veulent être comme lui et les autres femmes veulent être avec lui. Au contraire, une femme qui couche avec beaucoup d'hommes, c'est une fille facile, voire une salope. Les hommes, comme les femmes, la méprisent. Le féminisme trouve également ses limites dans des branches réactionnaires et des mouvements dangereux pour les autres minorités. Parmi ces mouvements, on peut retrouver la présence des TERFS, prononcés TERF, ou encore des white féministes. Ces dernières utilisent le mouvement féministe en rejetant l'intersectionnalité, c'est-à-dire soit en ne prenant pas en compte les difficultés supplémentaires que connaissent les femmes racisées, soit en rejetant les femmes transgenres. Florence Rochefort, spécialiste de l'histoire des féminismes en France, explique qu'il y a toujours eu des divisions entre les femmes. C'est pour cela qu'on a toujours mis un S au féminisme, dit-elle en tant que spécialiste. Mais donc, que sont les TERF ? TERF est un acronyme pour Trans Exclusionary Radical Feminist. D'après elle, les femmes transgenres seraient en réalité des hommes mentant sur leur genre afin de s'introduire dans des milieux féminins tels que les toilettes pour ensuite agresser les femmes. Les TERF considèrent aussi les femmes transgenres comme des menaces pour les femmes cisgenres. Elles se mobilisent donc contre ce qu'elles dénoncent comme l'idéologie trans ou le transactivisme. Les TERF et les white féministes abordent souvent des théories conservatrices, réactionnaires et identitaires, ce qui prône un positionnement profondément transphobe. Dans ces personnes qui relaient ce mouvement, on peut retrouver l'exemple de J.K. Rowling qui multiplie les prises de position transphobes, en particulier sur X.
Cette haine envers les transgenres a pour but la création d'une panique morale et une incitation à la propagation de messages virulents. Cette différence de traitement envers les femmes cisgenres et les femmes transgenres perpétue une polarisation dans la cause du féminisme même et dessert celle-ci. Aujourd'hui, les jeunes générations sont beaucoup plus sensibles aux causes humanitaires. Elles préfèrent réfléchir sur l'utilisation de leur pouvoir d'achat en choisissant d'acheter leurs produits dans des enseignes promouvant des valeurs sociales. Les entreprises ayant compris l'enjeu de devoir représenter cette inclusivité font aujourd'hui des efforts pour satisfaire leur public cible. Promouvoir le féminisme est ainsi devenu pour certains une opportunité lucrative. Ce pseudo-féminisme revendiqué par les entreprises est appelé de différentes manières. Le féminisme washing, le purple washing ou le pink washing. Ces termes, empruntés à l'anglais, désignent les stratégies politiques et marketing utilisées pour promouvoir des institutions, des pays, des individus, des produits ou des entreprises en mettant en avant leur engagement apparent en faveur de l'égalité des genres. Ces entreprises ne sont pas vraiment féministes, mais se proclament comme telles par opportunisme. En effet, cette revendication permet aux entreprises de fidéliser et attirer les clientèles qui préfèrent soutenir des enseignes en accord avec leurs valeurs. On peut par exemple penser à des enseignes comme H&M ou d'autres entreprises de fast fashion. Cependant, malgré les efforts de ces grandes marques pour mettre à l'honneur le body positive, leurs transgressions du droit du travail et la maltraitance de leurs ouvrières sont toujours présentes et critiquées. Pour finir, nous pouvons aussi aborder le cas du film Barbie, réalisé par Greta Gerwig et sorti en 2023 comme exemple de pinkwashing. Malgré l'histoire et le message important transmis dans le film, et des thématiques abordées telles que la charge mentale, l'importance de la représentation des différents corps, on peut s'interroger sur l'honnêteté et véritable objectif de Mattel. Avec ses 60 millions de poupées Barbie vendues chaque année, ce qui correspondrait à 39 000 tonnes de CO2 d'après Greenly, on peut considérer ce film comme un élément qui pousse à la surconsommation, et donc par conséquent à la pollution de notre environnement. Outre l'impact écologique du film, nous pouvons aussi questionner directement l'entreprise Mattel, qui, jusqu'à il y a peu, vendait des poupées Barbie avec un corps supposé parfait, créant dans l'imaginaire collectif une représentation irréaliste de ce à quoi une femme devrait ressembler. La décision de la marque de devenir plus inclusive ces dernières années coïncide avec une certaine perte d'intérêt en ces poupées jugées trop parfaites et donc une baisse des recettes. On pourrait donc se demander si ce film ne serait pas qu'un coup de marketing pour faire regagner de la popularité à Mattel et à Barbie. Pour finir, nous allons aborder la montée d'une régression liée aux droits des femmes, que ce soit dans des pays en voie de développement ou même déjà développés. Aujourd'hui, plusieurs exemples nous montrent que le droit des femmes est majoritairement en danger. En Iran, les droits des femmes sont particulièrement menacés depuis la montée au pouvoir des autorités conservatrices. Le décès de Mahsa Amini, en septembre 2022, a provoqué une vague de manifestations, dénonçant les violences faites aux femmes et les restrictions imposées par la police des mœurs. Toutefois, la répression des contestations a été brutale, illustrant un contexte où les femmes continuent de subir une forte oppression politique et sociale. En Afghanistan, depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, les droits des femmes ont été sévèrement restreints. Les filles sont interdites d'éducation au-delà du niveau primaire, les femmes ne peuvent plus travailler dans de nombreux secteurs et leur liberté de circulation est drastiquement limitée, sans la présence d'un tuteur masculin. Amnesty International rapporte que la situation des femmes afghanes est aujourd'hui l'une des pires au monde, illustrant une véritable régression des droits humains dans cette région. Même dans des pays développés comme le Japon, les inégalités de genre restent très présentes. Le Japon se classe régulièrement en bas des classements mondiaux sur la parité homme-femme. Les femmes y subissent des discriminations salariales importantes et sont sous-représentées dans les sphères politiques et décisionnelles. Ces différentes formes de recul montrent que les luttes féministes doivent rester actives face à une montée du conservatisme et des crises qui impactent davantage les femmes. Qu'il s'agisse de conflits armés, de crises humanitaires ou de catastrophes environnementales, les femmes et les filles sont souvent les premières victimes. En effet, en temps de crise, les femmes sont plus exposées à la répression de leurs droits, mais aussi à la précarité et la pauvreté. Leurs situations sont encore plus déplorables quand elles font partie de minorités réprimées. On peut observer cela par exemple en Palestine, où les femmes et les enfants sont les premières victimes du conflit israélo-palestinien. Généralement, leur souffrance va au-delà des violences subites. Les femmes et les filles n'ont pas accès à l'hygiène primordiale. La précarité menstruelle étant particulièrement présente dans des zones de crise, mais aussi aux soins médicaux quand elles sont enceintes.
La nourriture est aussi une problématique constante puisqu'elles sont les premières à se priver de nourriture pour subvenir aux besoins de leur famille. De plus, le viol, qui est principalement subi par les femmes, peut être utilisé comme une technique de torture ou d'assertion de dominance dans des pays en guerre. Les femmes sont également souvent les premières invisibilisées dans les multiples crises humanitaires comme en Palestine, mais aussi aux Républiques démocratiques du Congo ou encore en Chine avec la minorité musulmane réprimée nommée Ouïghour. Venons donc d'expliquer que les femmes sont beaucoup plus touchées par les crises sociétales en voyant leurs droits bafoués, leurs besoins oubliés ainsi que leur voix passée sous silence. Mais aujourd'hui, la crise internationale demeurant la plus dangereuse pour les femmes reste celle du changement climatique. En effet, l'insécurité alimentaire auquel les femmes font déjà face sera davantage importante avec le réchauffement climatique et ses conséquences. D'après un reportage de l'ONU Femmes, d'ici 2050, le changement climatique risque d'avoir pour conséquence d'accentuer les inégalités de genre et de toucher 158 millions de femmes en les plongeant dans la pauvreté et 236 millions dans l'insécurité alimentaire. Cette crise entraîne le déplacement forcé de migrants et pousse les États d'accueil à adopter des politiques restrictives qui portent atteinte aux droits des femmes migrantes victimes du réchauffement climatique en raison des flux jugés trop importants. Enfin, d'après un article Le Monde, les services de soins sont presque inexistants, ce qui provoque près de 3 décès maternels sur 5 dans les pays affectés par les conflits ou des catastrophes, et 507 femmes mortes par jour liées à des complications de leur grossesse. Ce groupe de personnes qui considèrent que le féminisme et l'écologie sont étroitement liés est appelé les écoféministes. Au cours de l'histoire, les vagues féministes successives ont profondément transformé les sociétés, apportant des avancées significatives en matière de droits, de justice sociale et d'égalité des genres. De la deuxième vague centrée sur les droits reproductifs et la liberté des femmes, à la troisième vague qui a enrichi le mouvement avec une dimension intersectionnelle et inclusive, puis à la quatrième vague qui a utilisé les réseaux sociaux pour pouvoir donner la voix aux femmes et féministes. Chaque phase a contribué à faire évoluer drastiquement les mentalités. Aujourd'hui, en 2025, les luttes féministes continuent de se diversifier en se concentrant sur l'égalité économique dans les pays développés, la justice sociale et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Le féminisme est plus global que jamais et s'attaque à des enjeux modernes tels que l'environnement et les discriminations croisées. Alors que des victoires ont été remportées, le chemin reste semé d'embûches et la lutte pour l'égalité continue de se réinventer pour faire face aux multiples limites.